Bonjour Nicolas, merci du coup de nous accueillir à la ferme du Bioménil. T'es installé ici avec Virginie depuis, tu me dis, 2018-2019. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de votre installation? Alors, on s'est installé en 2018 en tant que préinstallé. On a fait une première année où on a fait uniquement du test sur une plantation de courges. Au départ, c'était un pâturage qui n'était pas exploité depuis quelques années, donc c'était des orties, des chardons très hauts qu'on a attendus, bâchés. On a fait un test de courges en 2018 et au bout d'une année, on s'est installé en maraîchage diversifié en 2019. Après avoir constaté que sous la bâche qu'on avait mis pour les courges, les vers de terre avaient fait leur travail et qu'on pouvait commencer en maraîchage sol vivant dès la première année. Top. Et de mémoire, tu n'étais pas forcément convaincu au démarrage de ne pas travailler tes sols et tu te disais, bah, si, on verra comment ça se passe sous la bâche et puis si tu es convaincu ou pas. Alors en fait, je pense qu'on était assez convaincus, mais on voulait quand même assurer le coup. On se disait peut-être on va tester 50% MSV et 50% avec travail du sol comme Virginie a appris en formation. Et finalement, quand on a soulevé la bâche au bout d'une saison, on s'est dit bon bah pour l'instant ça va, on achètera le motoculteur plus tard. Et puis finalement, on n'a jamais acheté le motoculteur parce que le travail des vers de terre nous a suffi jusqu'à maintenant. Incroyable. Et du coup, en termes de formation, par quoi est-ce que toi tu es passé et Virginie aussi? Alors, moi, il y a longtemps, j'avais une formation agricole, mais plutôt dans l'élevage. J'ai un bac agricole et un BTS agricole. Par contre, ensuite, j'ai continué mes études plutôt dans les énergies renouvelables. J'ai travaillé 12 ans dans le bâtiment. Et quand m'est venue l'idée de ce projet de maraîchage, vu que j'avais déjà la capacité agricole, j'ai juste fait des stages chez différents maraîchers. Tandis que Virginie a fait un BPREA, une vraie formation en maraîchage bio. Et plus 6 mois de salariat chez un professionnel, quoi. Donc l'idée c'était d'aller voir un petit peu à droite, à gauche, comment ça se passe en maraîchage. Voilà, dans un premier temps, surtout chez des agriculteurs en AMAP en Ile-de-France, parce que j'étais à Paris à l'époque. Et puis, au travers de ces stages, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de MSV. Et puis, ensuite, j'ai cherché à faire des stages chez des maraîchers qui faisaient du MSV, surtout en Normandie. Et, et après, on s'est lancé ici. Et donc ici, on est où et comment est-ce que tu as trouvé le terrain? L'historique de la ferme, c'était la ferme familiale, c'était la ferme de mes parents. Mes parents n'étaient pas dans le maraîchage, ils étaient dans l'élevage de canards. Et ils ont arrêté leur activité d'élevage de canards en 2002. Par contre, ils avaient gardé autour de la ferme 1,5 hectare de subsistance. Mon père avait gardé 3 vaches pour s'amuser. Et en fait, on a commencé là-dessus, sur ce pâturage qui était inutilisé parce que mon père avait fini par vendre ses vaches. Et, et donc, on a commencé sur pâturage. On a bâché dans un premier temps 4000 m² pour faire un test de courge. Et puis, quand on a vu que ça fonctionnait, on s'est étendu sur 1200 m². Pardon, 1,2 hectare, 12 000 m². Et donc aujourd'hui, votre terrain fait 1,2 hectare? 1,2 hectare de maraîchage, sachant qu'on a 1,5 hectare, mais il y a une petite partie de pâturage pour le poney. Alors, il y a 1800 m² de serre, plus une petite serre à plant, et le reste, c'est du plein champ. Actuellement, on est sur 1,2 hectare, mais on a acheté un terrain il y a quelques années qui actuellement est en conversion et qu'on pourra exploiter en bio à partir de l'année prochaine. Donc jusqu'à maintenant, on l'a mis en prairie temporaire. Euh, Simplement on fauche, on laisse la végétation au sol pour enrichir le terrain. Et à partir de l'an prochain, on va commencer à l'exploiter en bio. Donc on va sûrement refaire une zone de courge pour commencer, qui se transformera en maraîchage diversifié par la suite. D'accord. Parce qu'actuellement, sur 1,2 hectare, vous vous sentez à l'étroit, vous avez besoin d'agrandir un peu? Bah, euh, surtout, on est un peu à l'étroit au niveau de la matière organique. On achète pas mal de compost. On récupère de la paille, ou on en achète parfois. On récupère des tentes de pelouse de la commune. On récupère tout ce qu'on peut comme matière organique. Mais l'idée, c'est d'en produire un peu plus nous-mêmes pour, pour être un peu plus autonome à ce niveau-là. Et aussi, par rapport à des rotations de parcelles, avoir un petit peu plus d'espace, ça nous apporterait un peu de confort, quoi. D'accord.
Et quand tu dis produire de la matière organique, tu penses par le biais de couverts, Alors, d'une part, on pense mettre une zone en miscanthus pour broyer du miscanthus et faire du paillage de miscanthus. Et puis sinon, on va dire du foin, quoi. Éventuellement de la luzerne ou différentes herbes. Ok. Pour Ça faire va du garder foin. une partie en prairie pour pouvoir faire votre propre foin. C'est ça, pour faire des apports de matière organique sur les planches. D'accord. Et sur cet hectare 2, vous êtes combien à travailler? On est 2 à travailler, Virginie, mon épouse et moi-même. Voilà, à temps plein tous les 2. D'accord. Pas d'autres salariés, des saisonniers, des stagiaires? Pas de salariés, pas de saisonniers. Éventuellement, on a pu accueillir des stagiaires ou parfois des bouffeurs, de façon très temporaire, quoi. Mais on est à 2 à plein temps, c'est tout. Okay. Est-ce qu'en arrivant, vous avez pu faire un petit peu un état des lieux des sols ou est-ce que... Alors, en commençant, on a fait des analyses de sol avant de commencer. En fait, on vient de les renouveler, mais on n'a pas encore reçu les résultats, donc on devrait les avoir d'ici une semaine. On partait sur un terrain qui était plutôt pas mal, limono-argileux, avec 4% et demi de matière organique, vu que c'était un pâturage. Voilà. Après, par l'intermédiaire de nos pratiques, on espère qu'on est encore en train d'améliorer ça, mais le résultat de l'analyse va nous le dire bientôt. Trop bien. Tu connais tes teneurs en argile? 11% d'argile. Okay. Et donc on n'est pas sur les terres très lourdes du nord. Les teneurs en argile, ça va encore, quoi. Bah, je crois que c'est limono-argileux. Limono-argileux, c'est très peu d'argile, quoi. Aujourd'hui, tu dis, vous trouvez de la matière un peu à droite, à gauche. Est-ce que tu arriverais à quantifier un petit peu la matière que vous apportez sur la ferme? Alors, on achète actuellement 30 tonnes de compost par an, sachant qu'au début, on en a acheté beaucoup plus. Genre, quand on a installé la serre, on a mis 60 tonnes de compost dans la serre avant de mettre une bâche partout. Parce que quand on a construit la serre, c'était encore un pâturage au niveau de la serre, donc on a tendu la pelouse, on a mis 7-8 cm de compost partout, et puis on a mis une bâche par-dessus ça, et on a fait des trous dans la bâche, on a planté les tomates, quoi. Et Voilà. ça Et ça a fonctionné. À part que, on dit qu'on fait du non-travail du sol, la toute première année, c'était tellement dur, on a fait des trous à la tarière, dans les trous de plantation, avec une petite tarière de 8 cm, pour pouvoir planter les tomates. Pareil, pour le premier test de courge, on a fait la même chose parce que c'était trop dur, on n'arrivait pas à planter l'outil pour... Enfin, on y arrivait, mais c'était galère. Donc après avoir bâché, c'était trop compliqué. Après avoir bâché une friche, Enfin, on a mis la bâche 3 jours avant, donc on a tendu la pelouse, mis 8 cm de compost, mis la bâche, et puis une semaine après, on plantait les tomates. Donc c'est pas comme si les vers de terre avaient eu le temps de travailler le sol et puis de faire disparaître la végétation. Okay. Donc on a fait des trous à la tarière dans chaque trou de plantation pour mettre nos pieds de tomates. Aubergines, poivrons, etc. Et satisfait du résultat? Ça a très bien fonctionné. Ça n'a pas été trop long à faire? Ça a été assez long quand même la première année, parce que d'une part, il a fallu le temps de faire les trous dans les bâches, tous les trous à la tarière, c'est beaucoup plus long qu'actuellement, mais la toute première année, on n'a pas réussi à cultiver 1 hectare 2. Peut-être on a fait 8000 m² la première année, et puis petit à petit, on s'est agrandi, et aujourd'hui, on est sur 1 hectare 2. Okay. Très bien. On reviendra sur la serre plus tard, mais du coup, pour rester sur les matières organiques, donc 30 tonnes de compost. 30 tonnes de compost. On récupère les tonnes de pelouse de la commune. Ça fait à peu près 10 petites remorques par an. Ça doit faire une dizaine de tonnes de matière fraîche. Voilà. On achète un petit peu de paille, peut-être, on va dire, 4 boules de paille. Surtout pour les plantations de pommes de terre, et qu'on récupère ensuite et qu'on met sur d'autres planches dans le jardin. On taille des haies, on tourne des pelouses, on a des déchets de culture à foison, et on remet tout ça sur les planches. Okay. Le compost, vous l'achetez à combien la tonne? J'ai un petit doute, ça a pas mal augmenté, on doit être pas loin de 25 € la tonne avec la livraison. Ok. Il vient de loin? Il vient de 50 km d'ici. Parce qu'on a plein de compost de déchets verts et qu'on n'a pas plus près, quoi. Ouais. C'est un peu le problème pour tout le monde.
Et la paille? La paille, elle vient du village à côté, un agriculteur bio. En fait, je dis on l'achète, mais bien souvent on nous la donne. Donc. Okay. C'est des ententes. Trop bien. Ok. On va attaquer un petit peu le dur du sujet. Quand vous vous êtes installé, combien vous a coûté l'installation? Donc c'est quoi un peu vos gros investissements sur la ferme? Alors, sur les 12 000 m², on est propriétaire de 8 000 m² qu'on a acheté 12 000 euros. Le plus gros investissement, ça a été la serre. La serre, par elle-même, elle a juste, on va dire, les tubes en fer et la bâche, ça nous a coûté 42 000 euros. Mais à ça, il a fallu rajouter 2 000 euros de béton pour sceller les pieds au sol, 2 000 euros de matériel électrique. On a fait l'installation nous-mêmes, mais il a quand même fallu acheter 2 000 euros de matériel de câbles pour brancher les moteurs, pour toutes les ventilations qui sont motorisées. Pour le montage de la serre, on a pris une aide au montage qui nous a coûté 9 000 euros. Il y a aussi du location d'outils, un télescopique par exemple que j'ai loué pendant un mois. Différents matériels, ça nous a coûté 2 000 euros de location. Et ensuite, un gros poste, c'est l'irrigation. L'irrigation de la serre plus le jardin, dans un premier temps, ça nous a coûté environ 10 000 euros. Et ensuite, on a installé la récupération d'eau de pluie, les cuves de stockage, 120 mètres cubes de stockage, plus des pompes pour alimenter la cuve et une autre pompe pour reprendre dans la cuve et alimenter la serre. Ça nous a coûté encore 12 000 euros de matériel, plus 6 000 euros d'intervention d'une entreprise pour le terrassement, pour les cuves et les drains qu'on a mis de chaque côté de la serre. Voilà. Après, dans les autres investissements notables, on a acheté un quad pour 6 000 euros. On a beaucoup de bâches qui sont des bâches réutilisables. On en a acheté une grosse quantité dès le départ pour 10 000 euros de bâches. Et aussi les plaques de plan, les plaques QP, on en a acheté pour 3 000 euros. Voilà. Et sur tout ça, on a eu des aides. C'est-à-dire que sur la serre et l'irrigation, on a eu à peu près 50% d'aide, ce qui n'est pas négligeable. Et pour la récupération d'eau de pluie, on a eu 90% d'aide sur le matériel. Et en fait, sur le matériel qu'on avait prévu au moment de faire les devis. Donc il y a un écart entre... On n'a pas vraiment eu 80% d'aide parce qu'il y a toujours un peu plus par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. En gros, on a eu 9 000 euros d'aide pour la récupération d'eau de pluie. Et on a dû avoir 25 000 euros d'aide au total sur l'achat de la serre. C'était quel dispositif d'aide? Alors, c'était fonds européens, mais je ne sais plus exactement, FDER ou un truc comme ça. Voilà, plus le département. Ça, FDER, ça devait être 40% de l'achat du matériel, et plus le département qui nous a donné 10 000 euros. Voilà. Okay. Installation sans DJA? Installation avec DJA, parce que j'avais pas encore 40 ans quand on s'est installé. Donc ça donne aussi un bon coup de main les premières années. Ok. J'ai pas réussi à faire le calcul, vous êtes à combien au total? Au total, on est à un peu plus de 100 000 euros. Avec l'achat du terrain, on est à pas loin de 120 000 euros. 120 000 euros, ok. Peut-être que ça vaut le coup de détailler la lourdeur de l'investissement serre. On est sur une belle serre. J'ai vu Trichapelle, là tu peux nous en parler un peu? Alors c'est une serre qui fait 1800 m², Trichapelle, avec automatisation des ouvertures en fonction de la température. L'irrigation est automatisée aussi, donc on règle sur chaque planche. Sur chaque planche, on a 2 lignes de goutte à goutte, plus des lignes d'aspersion au-dessus qui couvrent plusieurs planches. Mais sur chaque ligne d'irrigation, on peut régler à la minute près le temps d'arrosage journalier. Voilà. Et puis les ouvertures de la serre, on paramètre ça comme on veut, mais nous on a réglé que ça commence à s'ouvrir à 20 degrés, et puis c'est ouvert au maximum à 28 degrés. Quoi. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix au démarrage, d'avoir une serre très performante? Alors, en fait, on en a visité
plusieurs chez d'autres maraîchers. Par l'intermédiaire de stages, on a pu tester différents matériels. Quand on a installé la serre, au départ, on a tout de suite mis les moteurs, mais on n'avait pas l'électricité. Donc, on a expérimenté ce que c'était que d'ouvrir la serre à la main tous les matins et la fermer tous les soirs. Ouvrir les 7 ouvertures tous les matins, ça me prenait 25 minutes, et puis les fermer tous les soirs, ça me prenait 25 minutes. Donc finalement, l'achat des 7 moteurs qui coûtent 400 € chacun, mais qui sont aussi subventionnés à 40%, est vite rentabilisé par rapport au temps qu'on perd à ouvrir et à fermer la serre s'il faut passer 1 heure par jour. Oui, sans regret quoi. Vraiment. Pareil pour l'irrigation. Et puis la régulation est beaucoup plus performante parce que là, il passe un nuage, ça va se fermer un petit peu. Il fait très chaud, ça s'ouvre un peu plus. Quand on le fait à la main, on ouvre une fois le matin, on ferme une fois le soir et on recommence. On recommence pas 3 fois par jour, quoi. Ouais. On a fait le choix d'une serre assez haute, ce qui nous a contraint à demander un permis de construire, mais vu que moi je suis assez grand et qu'on voulait une porte latérale, c'était obligatoire d'avoir une serre avec 2,50 m de pied droit. Donc au total, on a une serre qui fait 5,30 m au faîtage. Et c'est un confort de travail qui est assez agréable aussi. Ne serait-ce aussi pour les cultures. On a des haricots qui font 3,50 m de haut. c'est un peu plus confortable que quand on doit baisser la tête. Une grosse masse d'air aussi, donc... Oui, au niveau de l'inertie, c'est intéressant aussi. Ça descend moins vite la nuit, ça chauffe moins vite à chaque rayon de soleil. C'est intéressant. L'ambivalence, c'est que vous êtes sur des petites surfaces avec des super serres. Pour le coup, c'était vraiment un choix parce que, justement, dans les différentes formations qu'on a fait, on nous a dit plutôt, en gros, il faut 1 hectare par maraîcher. Et nous, on s'est installé à 2 sur 1 hectare 2. Ouais. Et on s'est dit, vu que ça va être un peu juste en surface, on va mettre le paquet sur la serre pour compenser, quoi. Et c'était aussi de se dire, finalement, on ne va pas avoir tellement d'autres gros investissements, donc on peut y aller sur celui-ci, parce que ça va être le gros. Et si on ne le fait pas maintenant, qu'on commence avec des serres, de démonter, remonter, bricoler, mais on ne pourra plus avoir les aides qu'on peut avoir à l'installation. C'est surtout ça. C'est aussi que, dans un premier temps, on avait réfléchi éventuellement à... moi, dans mon petit projet, au départ, je me disais peut-être... quand je commençais à étudier le projet au départ, je vais sûrement acheter une petite serre d'occasion, comme j'ai vu d'autres le faire, pour voir si ça me convient, parce que j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. Puis si ça fonctionne, j'en achèterai une deuxième, et puis je prendrai le temps de les construire une par une, comme ça. Et puis en fait, quand on étudie la partie économique de ça, les serres d'occasion, c'est pas toujours facile d'en trouver à un très bon prix. La serre neuve, elle est subventionnée quasiment à 50%. Quand on voit les outils, des fois un petit peu bancals dans d'autres exploitations parce qu'ils ont construit une serre d'occasion, mais que, je sais pas, une serre avec une porte latérale, là, la porte latérale, elle a été mise de niveau pour pouvoir s'ouvrir sans se refermer toute seule, mais le terrain, il a 1,5% de pente. Si on démonte cette serre-là et puis qu'on la reconstruit sur une serre où il y a 2% de pente, ça va être bancal, la porte, elle va plus fonctionner comme il faut. Il y a plein de trucs qui fonctionnent plus bien sur une serre d'occasion. Et puis surtout, on a un matériel de moins bonne qualité, on n'a pas les aides. Enfin, ça fait beaucoup de raisons qui ont fait que finalement, on s'est dit, on est sûr qu'on veut ça finalement. On va investir tout de suite dans un outil qui va nous plaire et qui va durer longtemps, plutôt que... Qui va nous faire gagner du temps, qui va être plus efficace. Ouais, voilà. J'avais aussi le maraîcher, moi chez qui j'avais fait la saison, il avait le même type d'outil, donc j'avais commencé à travailler un peu dans le luxe, là, dans les bonnes conditions. Donc, on s'habitue. Voilà. Et en plus, je trouvais que c'était aussi par rapport à plusieurs petits tunnels, avoir en permanence la vision globale, la vision d'ensemble des différentes cultures sous abri. C'était aussi une façon d'observer plus efficacement, de réfléchir au fur et à mesure à la planification, rotation qui permet d'avoir, encore une fois, tout sous les yeux et de mieux travailler. Oui. Puis j'ai l'impression que l'ergonomie pour vous, c'est important aussi au démarrage. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est encore plus vrai pour toi.
Ouais, alors c'est vrai que moi aussi, dans certains stages, j'ai eu l'occasion de travailler dans des tunnels où je tenais pas toujours Tu fais debout. quelle taille? Je mesure 2 mètres. Et souvent, sur les bords de serre, des tordus comme ça, là, dans notre serre, on tient debout partout sans se poser de questions. Voilà, c'est aussi un confort de travail Après, ça indispensable, oblige quoi. un peu aussi à une répartition des choses où bah, il y a des choses que je peux pas faire parce que c'est trop haut, parce que moi je fais 1,60 m. Et bon, on se répartit les choses pour mise en place de certaines cultures, les lancers de ficelle ou je ne sais quoi. Voilà. Mm. Il y a quelques contraintes qui vont avec, mais qui sont vraiment minimes par rapport aux avantages. Au niveau de l'automatisation de l'irrigation, ça a été une question que vous êtes posée longtemps ou c'était une évidence aussi? C'est pareil. D'après les tests que j'ai fait dans différents stages, ça me paraissait une évidence de ne pas passer du temps, pas passer trop de temps à ouvrir, fermer. En fait, c'est pareil. Au début, on a testé, quand on n'avait pas encore de tomates, d'arroser les choses au jet, d'ouvrir les robinets, fermer. C'est beaucoup de temps de gagner et de perdu si on peut. Enfin, c'est beaucoup de temps de perdu en moins d'automatiser l'irrigation, quoi. Et du coup, pour résumer, une installation à peu près à 100 000 euros, avec beaucoup d'aide de l'Europe, du département. Le reste, c'est de l'apport perso, Oui, autofinancement. autofinancement. Et donc aujourd'hui, dans vos charges, vous n'avez pas de remboursement d'emprunt sur la ferme. On a fait un emprunt pour acheter le camion qui nous sert pour les livraisons. Donc on a un petit remboursement de, enfin quand même 300 euros par mois pour rembourser le camion, quoi. D'accord. C'est la seule charge économique sur les remboursements que vous avez. Voilà. Chance. C'est bien. Ok. Après, en fait, on a d'autres charges quand même par rapport à l'entretien des bâtiments. Parce qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont dans un état vétuste. Et donc, on a investi, par exemple, il n'y avait pas de gouttières sur les bâtiments, ou bien des gouttières en très mauvais état. Donc, on a commencé à remplacer les gouttières. L'an dernier, ça nous a déjà coûté 7 000 euros et on n'en a fait que la moitié, quoi. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de frais par rapport à l'entretien des bâtiments. Et puis, petit à petit, on améliore ceci ou cela. Quand on a construit la serre à plan, par exemple, on a acheté 3 000 euros de matériel, de tôle transparente, de bois, etc. pour construire la serre à plan. On a fait aussi une chambre à courge. On a acheté 2 000 euros de bois pour construire la chambre à courge. Voilà. D'accord. Parce que là, du coup, les bâtiments, tu disais c'est une ferme familiale, mais aujourd'hui, ils vous servent à stocker tout ce qui est matériel, légumes. Donc, il y a l'entretien aussi à faire là-dessus. Voilà, et il y a aussi une partie des bâtiments qui sont tellement vétustes qu'on ne les utilise pas parce qu'on peut les considérer comme dangereux, quoi. Mais ça n'empêche que ça fait quand même des frais d'entretien. Voilà. Si c'était pas une ferme familiale, ça serait pas forcément le type de bâtiment qu'on achèterait pour faire du maraîchage. Mais bon, il y a cet historique aussi affectif qui fait que moi, ça me plaisait de m'installer ici. Mais c'est pas forcément le choix le plus pertinent au regard du maraîchage d'avoir autant de bâtiments aussi vieux et puis agencés de cette façon-là, quoi. Tu saurais me dire un petit peu la surface qui t'est nécessaire pour stocker tes légumes et ton matériel sous bâtiment? Je pense qu'on doit avoir à peu près 600 mètres carrés de bâtiment et on doit en utiliser vraiment 200 mètres carrés. Ok. Avec station de lavage Non, on n'a pas de station de lavage à l'intérieur, on a une station de lavage extérieure. On n'a pas de frigo, pas de chambre froide. pas de chambre froide. On a une cave sous la maison qu'on utilise pour stocker les légumes l'été. Cave à 12 degrés qui est assez confortable pour courgettes, concombres, enfin tous les légumes d'été, mais qui n'est pas du tout pratique parce qu'il y a un escalier qui est d'une part dans la maison, qui est en colimaçon, donc pour descendre avec des caisses, c'est pénible. On l'utilise l'été parce qu'on ne peut pas faire autrement. Idéalement, on aimerait en construire une autre dans le futur qui soit plus accessible. De cave ou de chambre froide? Plutôt une cave, parce qu'on se rend compte que ça nous suffit et que ça ne consomme pas d'électricité. Mais le problème, c'est plutôt l'accès, quoi.
pas de chambre froide, station de lavage pas tout le temps. Je suis très curieuse de savoir c'est quoi vos débouchés, comment est-ce que vous commercialisez? Alors, nos débouchés, on a 3 débouchés. Un en magasin, qui représente un tiers de nos ventes. Mhm. Au départ, c'était 100% de nos ventes, et puis ça a été remplacé petit à petit par la vente directe. Mhm. La vente en magasin, on fournit un magasin à Paris, un magasin à Abbeville. Enfin, c'est peut-être pas la peine de détailler, mais C'est intéressant. on fournit, on va dire, 3 magasins, plus une coopérative bio locale qui fournit des biocopes. Et on fournit aussi un autre maraîcher qui a une vente de paniers hebdomadaire, mais qui est plus petit que nous, donc une semaine sur 2, on complète ses paniers. Et du coup, les 3 magasins, ça c'est un tiers? Et en fait, tout cet ensemble que je viens de citer, je le compte comme magasin parce que c'est D'accord. plus ou moins indirectement, c'est des magasins. Après, quasiment 2 tiers de notre vente, c'est de la vente directe. Donc de la vente directe, mais uniquement sur commande. On a un site internet sur lequel, toutes les semaines, on met à jour les légumes qui seront disponibles la semaine suivante. Et les gens peuvent commander sur notre site internet avec possibilité de récupérer leurs légumes à la ferme le mardi soir ou le samedi midi, ou à Paris, enfin à Ivry-sur-Seine, tous les vendredis après-midi, sachant qu'ils doivent commander au moins 24 heures à l'avance. D'accord. Tu sais estimer un petit peu le chiffre d'affaires que tu fais en vente directe du coup? Le chiffre d'affaires total, c'est à peu près 50 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, on va dire un bon 15 000 en magasin, et puis un bon 30 000 en vente directe. Sachant que depuis un mois, on a commencé un autre circuit de commercialisation qui est la vente aux cantines de collèges environnants. Ah, Donc, on fournit actuellement 4 collèges qui sont dans un rayon de moins de 20 km. d'accord. Donc, le lundi matin, je fais une petite tournée de collèges. Et en volume, C'est des petits volumes. Pour l'instant, c'est des BL entre... BL, bon, de livraison entre 40 et 100 euros. Mais multiplié par 4, ça fait entre 200 et 300 euros de livraison par semaine. D'accord. Donc je n'ai pas encore estimé ce que ça fera sur une année. Là on n'a qu'un mois de recul, donc au mois de septembre, on a quand même beaucoup de choix dans les légumes. C'est pas une vente énorme. Je ne sais pas sur l'année si ça va se maintenir à ce niveau-là ou bien si ça va baisser pendant l'hiver, probablement. c'est une requête qui vient des collèges ou c'est toi qui allais les marchés? C'est plutôt le département qui nous a sollicité par un dispositif qui s'appelle APROLOCAL, qui a été mis en place par le département et qui permet au collège de